Nous sommes le 9 mai 1941 au large du Groenland. La bataille de l'Atlantique fait rage. Les sous-marins U-boats allemands semblent partout sous la surface de l'océan. Ils attaquent en meute et coulent des dizaines de cargos qui approvisionnent l'Europe en guerre. Dans l'Unterseeboot 110, ou U-110, c'est le branle-bas de combat. Il faut couler le HMS Obretia en urgence car les sous-marins ont été repérés. Pas question de renouveler les échecs du mois de mars dernier. Les U-boats sont redoutables. Mais le U-110 a eu, quelques mésaventures peu dignes d'être racontées. Les marins peu aguerris ont raté plusieurs cibles pourtant toutes proches et ils ont failli se couler eux-mêmes en oubliant d'ôter le bouchon d'un canon. Et c'est donc le canon qui a explosé et non le navire visé. Malheureusement, ce jour-là encore, la chance n'est pas au rendez-vous, mais l'incompétence, elle, est bien là. Le HMS Obretia, épaulé par le reste de la flotte alliée, présente sur les lieux, parvient à lancer une grenade sur le U-110. Une voie d'eau est ouverte, il faut refaire surface en urgence. Le sous-marin communique par radio avec la base navale allemande de Lorient. Les ordres sont clairs. Il faut s'aborder le sous-marin puis l'abandonner. Mais les hommes du commandant Fritz Julius Lemp sont déjà hors de contrôle. Alors que leur prison de métal arrive à l'air libre, ils ouvrent les issues de secours et se jettent à la mer sous le feu nourri du HMS Bulldog. Le destroyer de la Royal Navy arraisonne le U-110 déjà vide qui ne coulera finalement pas. Prendre un sous-marin allemand est une aubaine pour l'étudier. L'épave est remorquée jusqu'en Angleterre et minutieusement fouillée. Dans la salle où les agents de communication travaillent, les Anglais découvrent une machine Enigma avec les clés des codes qui doivent servir à coder les messages de la marine allemande dans les semaines à venir. Cette machine à coder les messages est un casse-tête pour le contre-espionnage de Sa Majesté George VI. Le modèle des sous-mariniers, surnommé Dolphin par les Anglais, est encore plus complexe que l'Enigma classique. Mais là, c'est Noël. Trouver la machine et ses clés de chiffrement, c'est inespéré. Les marins mettent leur découverte en sécurité dans une caisse et l'expédient au nord de Londres, dans un beau manoir victorien de briques rouges, Bletchley Park. La boîte atterrit sur un bureau de la hutte 8, un baraquement dans le jardin de cette demeure. Ce baraquement, c'est celui où une petite unité de chercheurs étudie l'Enigma Dolphin. Et le chef de cette unité est un mathématicien doué d'un sens implacable de la logique. Il s'appelle Alan Turing. Turing sort la machine de sa boîte, regarde les clés de chiffrement et sourit. Ce soir, toutes les communications de la marine allemande auront été décodées. Sans son action dans le décodage des communications cryptées allemandes, la Seconde Guerre mondiale, selon les experts, aurait pu durer 2 ans de plus et la première bombe atomique se serait peut-être abattue sur Berlin. Sa contribution à l'histoire n'est pas minime et pourtant, l'Angleterre a longtemps refusé de reconnaître les mérites de son agent. Alors évidemment, rien ne prédestinait Alan Turing à rejoindre le renseignement. Ce génie est né à Londres en 1912. Son père occupe un poste administratif dans les colonies à Madras, en Inde, et passe peu de temps en Angleterre avec sa famille. L'enfant manque sans doute de tendresse, mais sa curiosité lui sert d'échappatoire. Il se passionne pour la biologie et les mathématiques. Dès l'âge de 10 ans, il imagine le corps humain comme une machine sophistiquée. Pour lui, le vivant possède ses règles cachées, inconnues, et le jeu, c'est de les décrypter. À l'adolescence, il intègre un pensionnat huppé de garçons. Alors ici, on va lui apprendre à devenir un homme. Mais les résultats d'Alan sont médiocres. Et en plus, il se désintéresse de l'instruction religieuse. Il fait de l'algèbre quand ses professeurs lui enseignent la Bible. Le jeune Alan Turing est à l'évidence un garçon pas comme les autres. Il n'y a que les maths et les lettres qui éveillent son intérêt. Au moins, il y gagne le soutien de son professeur de mathématiques et d'un autre camarade qui lui ressemble un peu, Christopher Morcom, un passionné de sciences comme lui. C'est peut-être auprès de Christopher que l'adolescent ressent ses premiers émois qui restent platoniques. Ça n'empêche pas le chagrin lorsque cet unique camarade meurt de la tuberculose à 19 ans. Au début des années 1930, Alan Turing fait des études de mathématiques au prestigieux King's College de Londres. Sur les photos en noir et blanc de sa promotion,
Il ne sourit pas au milieu des autres élèves en costume. Avec sa raie sur le côté et son regard absent, il semble absorbé en lui-même. Ça tourne vite dans sa tête. Il réfléchit sans cesse à un problème évoqué par l'un de ses professeurs. Trouver une formule mathématique qui permette de savoir à coup sûr ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas. Il refuse de lire la littérature scientifique sur le sujet. Il veut trouver sa propre solution. Quand il n'imagine pas une machine qui pourrait résoudre des problèmes théoriques, il s'interroge sur l'âme et la matière. On lui a appris que l'âme sort du corps au moment de la mort et va ailleurs. L'âme a donc une valeur supérieure à la matière. Mais si on voit le corps comme une machine, l'âme n'en serait, logiquement, qu'un rouage. L'âme et la matière sont donc inséparables. À l'évidence, Turing est un jeune homme libre-penseur, incapable de se couler dans un moule social, un esprit qui ne retrouve la matérialité de son corps que lorsqu'il pratique la course à pied. À la fin de ses études, en 1934, il va passer des vacances en Allemagne. Depuis l'année dernière, le chef du parti nazi, Adolf Hitler, occupe le poste de chancelier. Le jeune mathématicien observe avec circonspection les drapeaux à croix gammée que l'on commence à voir ici et là à la place du drapeau allemand. Ah ça, les codes sociaux, les saluts, l'instinct grégaire des nazis lui déplaisent profondément. Mais tout cela est vite oublié à l'occasion d'un prochain voyage aux États-Unis. Fraîchement diplômé, il est invité à faire des recherches à Princeton. Turing y découvre ce qui deviendra son violon d'Ingres, sa passion secondaire, la cryptographie, l'art de coder des lettres pour envoyer des messages indéchiffrables par les personnes qui n'ont pas la clé de chiffrement. On appelle aussi ça l'art du chiffre. Pour l'heure, les méthodes de chiffrement sont souvent littéraires. Oui, je vous disais que Turing pratiquait la course à pied, mais pendant qu'il court, il gamberge, alors que quand il crypte et décrypte, il a le sentiment de se détendre. Pour découvrir la suite de ce récit, je vous invite à écouter Au cœur de l'histoire sur toutes vos plateformes d'écoute et tous les jours sur Europe 1. À très vite.